هي على الغاية الديمقراطية العالم كما يتغذى Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Les Tunisiens sont meilleurs que nous. Voilà ce que l'on pouvait lire récemment dans le journal libanais En-Nahar. Le Liban, considéré comme le premier pays démocratique du monde arabe, n'est plus pionnier en la matière. Un mois tout juste après les législatives, les Tunisiens élisent ce dimanche leur président et continuent d'écrire leur histoire. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 27 candidats sont en lice. C'est le premier pays arabe à élire librement son chef d'État, librement et au suffrage universel. Direct avec nous dans MOE en cette journée historique, Amira Yahyaoui, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et la présidente de l'organisation non gouvernementale El Baousala, ça veut dire la boussole. Vous venez de recevoir le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Avec nous également, Emna Belhadj Yahya, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, votre dernier livre s'intitule Tunisie, question à mon pays, ça paraît aux éditions L'Aube et vous êtes en lice pour le prix Edgar Faure, réponse ce mardi. Nadim Mahsoun, bienvenue à vous. Vous êtes danseur, interprète de la chorégraphe Nancy Naous dans These Shows Are Made for Walking, spectacle qui se joue du 28 au 30 novembre à la Maison des Métallos à Paris. Et puis Katia Jarjoura, bienvenue à vous également. Vous êtes réalisatrice. Votre documentaire s'appelle Liban de fracture en fracture. On a pu le voir à Bayeux d'ailleurs et il sera diffusé le 2 septembre prochain sur Arte. Amira Yahyaoui, le 2 décembre, pardon, sur Arte. Amira Yahyaoui, la Tunisie a clairement réussi sa transition vers la démocratie. Comment expliquez-vous ce succès ? Simple question. Je pense qu'une des raisons principales, c'est que si demain on enlevait la Tunisie de la carte du monde, très peu de gens le verraient. La Tunisie est un pays qui est quelque part responsable de son propre destin. Justement, c'est une émission tuniso-libanaise et le Liban est un bel exemple de ces pays qui essayent d'avancer, mais que trop de forces externes y contribuent à la décision. Donc la Tunisie est un pays qui est très souverain aujourd'hui, mais aussi une histoire d'amour pour la liberté, pas une histoire de liberté, parce qu'on a très peu été libre comme Tunisiens, une histoire d'ouverture, le fait qu'on n'ait pas de richesse qui nous a condamnés à rester ouverts sur le monde, condamnés à aller à l'école, condamnés à vouloir être meilleurs que ce qu'on est. Mais je vous tendais la perche, c'est peut-être votre modestie qui fait que vous ne la saisissiez pas, c'est qu'on a le sentiment en fait que durant ces 3 ans, même presque 4 ans, c'est la société civile tunisienne qui a porté cette transition aussi. Il y a eu des moments difficiles, mais que sans cette société civile que vous incarnez avec El Baousala, on n'en serait pas là aujourd'hui. En effet, la société civile a joué un énorme rôle en Tunisie, dans un pays qui n'a pas d'histoire politique, de droit aux politiques, en fait, la politique était sous forme de société civile. Aujourd'hui, donc, on a eu un historique de position de la société civile au gouvernement et de Ben Ali et de Bourguiba qui était assez impressionnant. Aujourd'hui, en effet, la société civile est assez pionnière, on va dire, dans le monde arabe et très forte. Ce n'est pas pour rien que les discussions, même partis politiques, se passent avec ce qu'on appelle le quartet, qui est un mélange entre syndicats et associations. Et ben on va revenir sur les actions concrètes tout à l'heure d'El Baousala, votre ONG. Emna Belhadj Yahya, est-ce que vous considérez désormais que la révolution est achevée en Tunisie ou au contraire que les acquis de cette révolution peuvent être retirés à tout moment au peuple tunisien ? Je ne pense pas qu'elle soit achevée. Je pense que nous sommes au tout début du chemin et que ce chemin, il va falloir le construire et que nous avons du pain sur la planche, mais que nous avons quelques atouts qui nous permettront peut-être de réussir. Et ça tiendra en fait à la volonté des Tunisiens et à leur intelligence, à leur capacité de se comprendre, de s'apprécier, de s'aimer et de construire ensemble quelque chose de nouveau. Je crois que ce n'est pas facile, mais je crois que le cœur y est. Katia Jarjoura, alors comme ça, les Tunisiens sont meilleurs que vous, les Libanais. Je disais ça tout à l'heure avec le sourire. C'est le journal En-Nahar qui le dit. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos ? C'est vrai que le Liban, aujourd'hui, on peut dire, est un peu en régression. Ce que ça m'inspire, c'est de la comparaison entre les deux pays aujourd'hui.
la Tunisie a quelque part démarré les printemps arabes, même si on dit que c'est les Libanais qui l'ont commencé également en 2005. Ouais. Et rassurez-vous, on nous l'a déjà dit il y a déjà 3 ans, c'est vrai. Mais d'autres pays de la Méditerranée nous disent que c'est le cas aussi. Mais depuis, c'est vrai qu'avec le conflit syrien et la montée de l'islam intégriste dans la région, le Liban a subi des répercussions catastrophiques à ses frontières et replonge aujourd'hui dans un état d'instabilité assez permanent qui nous rappelle même les pires heures de la guerre civile, même si les Libanais, entre eux, tentent de contenir le jeu sur le terrain pour ne pas que ça dégénère encore plus. Mais c'est vrai que le Liban est dans une très mauvaise position aujourd'hui, avec l'afflux des réfugiés syriens également, 1,5 million sur une population d'à peine 4 millions. Donc ça fait beaucoup de pression économique, crise humanitaire, crise sociale et crise politique, avec les divisions en plus chiites, sunnites, qui étaient déjà là à la base, mais qui ont été exacerbées avec la crise syrienne et le conflit dans la région. Nadim Bahsoun, quel est votre avis à ce sujet, la comparaison Liban-Tunisie? Du point de vue, justement, on parle des élections qui sont assez récentes sur le terrain moyen-oriental et Maghreb. C'est vrai que le sujet d'une élection présidentielle directe a été plusieurs fois ressassé au Liban. Après, le contexte, le paysage multiconfessionnel complexifie la chose. Donc effectivement, il y a un vrai gel politique au niveau de la vie politique, que ce soit au niveau du gouvernement ou du Parlement aujourd'hui au Liban. Des solutions sont bien évidemment à mettre en place, mais là ça se complexifie de plus en plus. Donc effectivement, dans l'idéal, ce serait une vraie révolution. Enfin, Il faut rajouter que le Liban est sans président depuis le 25 mai dernier, donc il y a une vacance de la présidence institutionnelle et qui ne s'était pas vue depuis des années. D'ailleurs, pour la première fois hier, le Liban n'a pas commémoré l'anniversaire de l'indépendance. Et c'est la première fois depuis la fin de la guerre civile en 90. Mais les révolutions et les évolutions se jouent ailleurs. On va y revenir tout à l'heure avec vous deux, parce qu'au Liban, la société civile, elle aussi, elle reste aux aguets. Amira Yahiaoui, je l'ai dit, vous êtes souvent présenté comme l'égérie de la transparence en Tunisie. Alba Oussala, c'est en quelque sorte une vigie. On dit parfois les yeux, les oreilles de la démocratie. Quelle est la vocation? Quels sont les objectifs d'Alba Oussala, la boussole? Alba Oussala, donc, c'est une organisation de transparence, enfin d'accountability, donc transparence, devoir rendre compte, mais aussi de politique publique. Ce qu'on a fait pendant 3 ans, c'était de veiller à chaque mot, chaque virgule, chaque point qui a été écrit dans la nouvelle constitution tunisienne, mais aussi un énorme rôle d'assistance parlementaire. Nous avons expliqué tous les textes de loi aux députés, nous les avons aidés même à écrire leurs arguments, à écrire certains textes dont on est fiers de les voir aujourd'hui dans la constitution. Notre travail a été important parce que beaucoup de gens étaient très sceptiques par rapport à l'impact d'une ONG sur un processus aussi important dans un pays qui ne connaissait pas du tout la démocratie. Pourtant, je pense, aujourd'hui, on voyage partout dans le monde pour parler de notre expérience et je rencontre des gens des États-Unis, d'Europe qui nous disent qu'en fait ce qu'on fait. C'est vrai d'ailleurs qu'on dit souvent que la Tunisie est un modèle pour le monde arabe, mais en fait le laboratoire, il est vrai pour l'ensemble du monde. Par exemple, vous concrètement, on pouvait grâce à vous lire les rapports, les conclusions des commissions parlementaires. Vous êtes entré avec des caméras à l'Assemblée constituante, au Bardo. Vous avez parfois filmé, vous avez rendu public l'absentéisme des députés. On pourrait le faire aussi à Bruxelles et au Parlement européen. On pourrait le faire en France. Il y a aussi la question de la régularité des votes, le contenu des propositions, des amendements. C'était vraiment un travail de fourmi. Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dérangé? On rappelle que vous êtes apolitique, que vous ne soutenez aucun parti politique tunisien. Est-ce que vous n'avez pas à un moment dérangé? Nous avons dérangé, bien évidemment. Ça a été très difficile au départ parce que ces députés, comme je l'ai dit, ne connaissaient pas ce que c'était que le travail parlementaire. Aucun d'eux, il n'y en avait qu'un seul sur 217 qui connaissent que c'est un parlement qui a été député avant. Et donc, se retrouver avec 216 personnes qui viennent d'horizons différentes, et c'était vraiment des représentants du peuple dans toutes ces catégories sociales, économiques, professionnelles, et éducationnelles, etc. Et donc, là, on se retrouve, on leur explique qu'en fait,
eh ben, ils sont là pour travailler pour nous et non pas eux les décideurs. Et ça a été difficile. Après, franchement, au bout de 3 ans, quand on les a vus voter pour l'article constitutionnel de droit d'accès à l'information, on était très fiers et cet article-là est passé avec une très large majorité et surtout, ça a été passé avec une très large conviction. Oui. Emna Belhadj Yahia, dans votre livre, quelque part, vous attirez notre attention, vous disiez tout à l'heure, sur les dangers aussi qui guettent la Tunisie. Mais peut-être d'abord un mot sur ces contradictions que vous soulevez dans votre livre, contradictions entre un désir de modernité, de démocratie justement, qui se traduit dans les urnes, en tous les cas au niveau institutionnel, mais aussi parfois des crispations, des replis contre l'école par exemple, contre le progrès social. Comment est-ce que vous expliquez ces contradictions ? Oui, en fait, la révolution tunisienne, ce qui s'est passé donc en 2011, en janvier 2011, c'est quelque chose qui était absolument imprévu, imprévisible, qui ressemble à un miracle. C'est vraiment un grand, grand mouvement qui a secoué la société et qui a fait tomber le pouvoir dictatorial. Ça, c'est un élément, c'est un moment dans l'histoire d'un pays. Mais ce qu'on a vu par la suite, et qui a beaucoup étonné, qui a surpris, des contradictions, des choses étranges. Tout ça vient de ce qui a précédé. C'était le janvier 2011. Les Tunisiens ne sont pas nés en janvier 2011. La société tunisienne avait subi un certain nombre de choses, des traumatismes qui ont duré pendant des décennies. Depuis l'indépendance, avant l'indépendance, il s'en est passé des choses. Et ces choses-là, nous les avons vécues malgré nous et peut-être aussi un peu à cause de nous. Mais enfin, on va dire, nous avons vécu dans le silence. Ouais, non, je ne parle pas de la justice transitionnelle. Je parle d'autre chose. En fait, ce qui s'est passé, le vécu du Tunisien pendant des décennies, on a intérêt en fait à le regarder de près, à le connaître, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en janvier 2011, ce que a apporté cette immense secousse, cette ouverture, et ce qu'elle ne peut pas apporter, et qu'il s'agit de construire. Mais on ne peut pas construire sans déconstruire, sans voir clair. On ne peut pas avancer dans l'avenir sans connaître ce passé. Sans connaître ce passé, sans voir les points faibles, les nœuds. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? On est une société qui ne se connaît pas. Et je pense que c'est fondamental d'essayer de se connaître. C'est une chose, Oni, qui se produit rarement dans la vie des collectivités, le moment où l'on voit l'histoire s'arrêter et hésiter. On en est encore dans ce moment-là, vous le dites? Ah oui, on est dans ce moment-là. Enfin, moi, quand je dis ça dans le livre, je parle juste de l'après 11 janvier. Oui, justement, est-ce que... et on en est encore là, c'est-à-dire que l'histoire, c'est quelque chose, de toute façon, d'assez lent. Hein. C'est pas dans un claquement de doigts comme ça. Mais d'ailleurs, vous avez le mérite de dire attention, parce que c'est vrai que ne pas nous endormir sur nos lauriers, en fait. C'est pas parce qu'on vote librement qu'on avance forcément, en tous les cas, qu'il n'y a pas de choses à concrétiser. Je voudrais rebondir sur ça parce que c'est très intéressant ce concept de ne pas se connaître. Quand la Tunisie a voté pour l'Assemblée constituante tunisienne pour écrire la Constitution, tout le monde est allé voter pourquoi? Pour écrire un texte qui explique qui serons-nous. Et en fait, au bout de quelques mois, on s'est retrouvés à discuter, mais qui sommes-nous? Et pendant 3 années, le débat constitutionnel n'a pas été d'écrire une vision d'avenir ou une stratégie d'avenir, ou où est-ce qu'on voudrait se voir dans 100 ans, mais c'était d'écrire, mais qui sommes-nous? La question, est-ce qu'on était tous musulmans? Est-ce qu'on ne l'était pas? Est-ce qu'on était conservateurs? Est-ce qu'on était libéraux? Qu'est-ce qu'on était? Et ça s'est senti, ça s'est vu dans chaque article de la Constitution. Alors, c'est une question qui est quasiment impossible à poser au Liban, par exemple. Qui sommes-nous? Chacun sait clairement qui il est, vous voulez dire. Exactement, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de Libanais. Alors, Liban, justement, de fracture en fracture, Katia Jarjoura, c'est le titre de votre documentaire. On regarde sans plus attendre un extrait, un témoignage. C'est mon fils, Hassan Naïf Dandash. Il est mort à Alep. C'était son choix. Nous l'avons soutenu. J'ai d'autres fils qui sont sur la même voie, qui suivent le même chemin. Nous ne reculerons pas. C'est notre volonté. Il me manque
Après tout, c'est mon fils. Je l'ai élevé, je le portais. Mais si nous n'envoyons pas nos fils et que nous restons les bras croisés, ils viendront nous attaquer chez nous. C'est la réalité. Le Hezbollah soutient notre famille. Nous ne manquons de rien grâce au parti. Grâce à Allah et à Saïd Hassan, nous serons toujours à l'abri du besoin. Le Liban otage d'un conflit régional explosif. Katia Jarjoura, pourquoi ce film aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? On va revenir après sur les témoignages plutôt rares qu'on y va notamment celui-là. Ce que j'ai essayé de faire dans ce film, c'est un état des lieux. Donc c'est vraiment un film qui est un constat terrifiant, malheureusement, de la situation libanaise. Donc dans ce film, on aborde les divisions sunnites-chiites, l'impact du conflit syrien sur le Liban, à savoir la fracture, mais également l'afflux des réfugiés syriens et ce que ça crée au Liban, et également les conflits à la frontière entre l'armée, le Hezbollah et les rebelles, les djihadistes de l'autre côté. Donc il y a un peu tout, c'est vraiment un film géopolitique, un peu tout qui est abordé. Géopolitique, mais avec un témoignage, parce que cette mère, quand elle dit par exemple, sinon ils vont venir nous attaquer, elle parle bien entendu des extrémistes sunnites, elle parle du groupe État islamique notamment, mais ça les médias n'ont pas voulu le voir, il fut un certain temps, en disant de toute façon c'est un conflit géopolitique purement, c'est parce que le Hezbollah est allié du régime de Bachar el-Assad. Mais on en est encore là en fait, on va nous attaquer en fait, notre communauté est en danger. Bon, ça a été l'argument, la Libye, que le Hezbollah a utilisé au départ pour s'engager auprès de Bachar el-Assad contre les rebelles qui, à l'époque, n'étaient pas des djihadistes. C'est aussi par la non-intervention de la communauté internationale, parce qu'on a laissé pourrir ce conflit, que les djihadistes ont pu s'implanter en Syrie. Donc aujourd'hui, ça joue le jeu de Bachar el-Assad et du Hezbollah. Le Hezbollah ne pouvait absolument pas se permettre, pour des questions de survie, que le régime de Bachar tombe. Et a été envoyé en Syrie sous ordre de l'Iran. Donc tout ça, c'est un jeu très, très, très complexe que j'essaie de délier tout au long du film. Bon, malheureusement, en 59 minutes, on ne peut pas tout dire, mais on passe quand même de Beyrouth à Tripoli, des sunnites et des chiites. On parle également des chrétiens qui se sentent menacés dans la région. Donc c'est un peu un portrait global de la situation au Liban. Avec des témoignages rares, vous avez eu des contacts avec notamment donc, le Hezbollah, en tous les cas cette mère de famille. On imagine que ça n'a pas été facile, mais comment vous avez réussi justement à la contacter, à lui donner la parole, cette mère? Le plus compliqué aujourd'hui au Liban en termes de tournage, c'est effectivement le Hezbollah, parce qu'ils ont leurs propres médias, ils ont leur organisation, ils sont plus puissants que l'État libanais. Donc c'est très difficile d'avoir accès à l'organisation. Moi, j'ai des contacts depuis des années, parce que j'ai vécu au Liban 10 ans. J'ai des contacts avec l'organisation depuis des années au niveau médiatique. J'ai un fixeur qui travaille avec eux et qui m'a permis d'avoir accès à certaines personnes, en passant bien sûr par le bureau des médias du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Mais on a notamment pu filmer également un combattant du Hezbollah qui a été combattre en Syrie et qui nous a fait part de son témoignage, bien sûr, de dos à la caméra, pour pas qu'on filme son visage, parce que c'est strictement défendu de filmer le Hezbollah. Même les hommes politiques aujourd'hui qui siègent au Parlement et les ministres du Hezbollah ont une interdiction totale de s'adresser aux médias depuis 4 ans. Il n'y a que Saïd Hassan Nasrallah qui a le droit de prendre la parole au nom du parti. Et on rappelle que le Liban paie un lourd tribut face au groupe État islamique, avec plusieurs soldats décapités et plusieurs restent encore aux mains de l'organisation État islamique. Nadim Bahsoum, danseur-interprète, chorégraphe de Nancy Naous dans These Shoes Are Made for Walking. Avant de vous entendre au sujet du spectacle, on regarde sans plus attendre la bande-annonce. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Nadim Bahsoum, le corps c'est la barrière de tout individu, barrière protectrice, c'est aussi le premier contact avec l'extérieur. Alors Nancy Naous a choisi d'explorer la résonance de la violence, en particulier celle que l'on voit depuis des années dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les printemps arabes. Comment est-ce que vous faites, vous en tant qu'artiste, pour interpréter, vous souriez déjà, cela sur scène? Je tiens tout d'abord à signaler que mon expérience avec Nancy est ma première expérience avec un chorégraphe qui vient du Moyen-Orient, qui vient du Liban aussi. Donc, ce qui était très intéressant dans mon travail avec elle, c'était de travailler sur un vécu commun, notamment avec Dalia qui danse sur moi sur scène, sur cette conscience collective commune, sur ces images qu'on a aussi en tête. Et en fait, le but était un peu comme Katia a fait avec sa caméra, c'était un peu de dresser un état des lieux, mais cette fois-ci, c'est plutôt un bilan, un état de corps. Ce corps qui est à la fois au sens physique, charnel, au sens anatomique, mais aussi ce corps social, ce corps civil. Comment aujourd'hui, après des années et des années de guerre, après des années de traumatisme collectif, comment aujourd'hui le corps, qui est un sujet assez délicat dans nos sociétés, parce que le corps reste tabou, reste très délicat pour l'approcher, pour en parler. Donc aujourd'hui, le corps est devenu très désarticulé, très frénétique, violenté, cette violence qu'on subit, qu'on observe à travers les médias, à travers le vécu, les réactions qu'on vit, que ce soit par la tension politique, par des attentats, des explosions qui peuvent avoir lieu. Comment aujourd'hui, tout individu... la mise en scène de certaines vidéos de propagande aussi dans la région, on pourra en parler. Alors que ce soit au Liban ou en Tunisie, d'ailleurs en Tunisie, il y a le fameux danseur citoyen qu'on a déjà vu dans Maghreb Orient Express et qu'on va rencontrer à nouveau très prochainement lors d'un tournage en Tunisie. Donc que ce soit au Liban ou en Tunisie, l'art de la danse, on a le sentiment, est plus que jamais devenu un acte politique de résistance. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, enfin, l'art, toutes les facettes de l'art, que ce soit le théâtre, le cinéma, la danse, enfin, les artistes engagés, l'art militantisme existe depuis des années. Après, aujourd'hui, bien évidemment, il y a un contexte qui pousse les artistes à crier encore plus pour exister, parce que, pour exprimer ce qu'ils ont à dire, parce qu'on a, bien évidemment, même si on est entre Paris et le Liban et qu'on est installé principalement en France, notre enfance était au Liban, nos familles sont au Liban, on est concerné au premier degré par le contexte, par la situation au Liban. Et c'est vraiment une nécessité pour nous d'en parler, de l'exprimer à travers la danse. Et juste, c'est Amira Yahaoui qui se posait la question, pourquoi ce titre allusion, j'imagine, à... Alors, These Shoes Are Made for Walking, c'était une image que Nancy voyait souvent, enfin, qui a beaucoup marqué Nancy. C'est souvent ce qu'on voit dans les décombres, que ce soit dans les télévisions, enfin, dans les journaux, ces photos d'immeubles détruits, de cadavres. C'est ces objets qui font partie de notre vie quotidienne, qu'on utilise quotidiennement, qui n'ont pas leur place originale, enfin, si je peux le dire. Notamment ces chaussures qu'on trouve, qui pour elle, une chaussure est symbole de vie, on met des chaussures pour marcher, c'est l'énergie, c'est ce dynamisme, c'est cet élan. Et en fait, la situation aujourd'hui fait tout pour tuer justement cette vie, cette expression et justement ce mouvement. Ce mouvement, Amira Yahaoui, des projets bientôt, je crois savoir que vous allez consacrer vos actions désormais au niveau plus local. Il y a d'ailleurs des élections locales l'an prochain en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous allez contrôler l'argent public, c'est cela? Nous avons déjà commencé à contrôler l'argent public et on va encore une fois le contrôler au détail près, mais aussi Al-Bawsala se déploie dans toute la Tunisie. Nous allons surveiller toutes les mairies de Tunisie, tous les pouvoirs locaux. On est déjà maintenant à une centaine de mairies et on va surveiller les 260 que la Tunisie compte. Si je peux rebondir sur la culture, parce que c'est hyper important. Un des gros problèmes qu'on est en train de découvrir maintenant que le pays s'ouvre, c'est le manque de la culture dans ces pays arabes. On a eu des dictateurs qui ont voulu abrutir un peuple, et comme par exemple en Tunisie, il y avait une centaine de cinémas à l'indépendance, on en est moins d'une douzaine aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette question de la culture à laquelle on pense, parce qu'on se dit c'est un pays pauvre, mais pourquoi allons-nous investir dans la culture? Churchill disait quand on voulait réduire l'argent de la culture pour aider l'effort de guerre, il a dit mais pourquoi alors nous nous battons nous? Et
Et c'est quelque part la question que aussi on se pose énormément en Tunisie, mais que faisons-nous pour la culture? Et Emna Belhadji Yahia, on a peu parlé de la situation économique et sociale. C'est l'un des défis que doit relever la Tunisie aujourd'hui, faire en sorte que les régions, notamment de l'arrière-pays, mais pas seulement, sans tomber dans la caricature, mais en tout cas puissent vivre dignement et avoir accès à l'emploi, notamment les plus jeunes. Et comment? C'est sûr. C'est un grand défi. Moi, je pense qu'en fait, le défi est double pour les Tunisiens aujourd'hui. Il y a ce défi-là, qui est d'ordre économique et social. Et il y a en même temps, d'ordre économique et social, et il y a la bataille pour faire naître le citoyen. Oui. Passer de l'état de sujet à l'état de citoyen. C'est très important. Eh bien, en tout cas, il faut lire absolument ce livre, Tunisie, question à mon pays, Emna Belhadji Yahia, parce que nous sommes pris par le temps. Allez-y, oui. Il y a le citoyen et de l'autre côté, il y a l'individu. Le citoyen et l'individu. L'individu qui doit émerger pour s'affirmer et pour ne plus être dans un sujet et dans le... Tout le monde pense la même chose et personne ne peut Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous d'avoir suivi MOE. À dimanche prochain pour un nouveau numéro.